Que nous soyons en Chine, en Turquie, en Afrique du Sud, en France, au Canada, nous pouvons toujours commander un menu au McDonald's. Cela est dû à la mondialisation qui nous permet d'avoir un accès aux mêmes produits partout dans le monde. Mais alors, la mondialisation uniformise-t-elle nos modes de consommation ? Pour répondre à cette vaste question, nous devons tout d'abord redéfinir la mondialisation, mais aussi les modes de consommation. La mondialisation est un phénomène d'ouverture des économies nationales sur le marché mondial qui entraîne une interdépendance croissante des pays qui est basée sur des échanges commerciaux. C'est ainsi qu'est né le capitalisme. Les modes de consommation sont quant à eux une tendance des sociétés à acheter certains produits ou services. Nous pourrons observer en quoi les modes de consommation s'uniformisent, mais aussi que des particularités persistent. Avec l'intensification des échanges commerciaux et des mouvements de population dans le monde, les médias ont pris une place de plus en plus importante dans la diffusion d'informations. Ils ont participé à l'accélération de l'uniformisation des modes de consommation. Les consommateurs avaient le sentiment d'être libres de leur choix, et pourtant, dès les années 90, les médias traditionnels ont favorisé ce processus. La presse, la radio, la télévision, par la diffusion répétée de slogans qui ont mis en avant des produits qui sont devenus des biens de consommation de masse et ont même modifié les habitudes ancestrales des populations. Selon Kantar, 53% des achats ont été effectués grâce à la pub. Dans ces 53%, on y retrouve 28% qui sont effectués à cause de la télé, 26% à cause de la radio, 14% à cause de la presse, 10% par internet et le cinéma et 8% par les affichages. La multiplication des pubs sur les céréales du petit déjeuner ont modifié les habitudes alimentaires des enfants le matin. Les médias créent des besoins artificiels, des produits superflus avec plus de marge qui deviennent indispensables. Au-delà du biais de la publicité, les médias influencent les populations par la diffusion de films et de séries qui ont modifié nos idéaux en montrant différents groupes sociaux. Des familles, des collègues de travail, des camarades de classe, et un mode de vie qu'ils cherchent à promouvoir. Mais d'autres médias sont apparus et ont permis d'élargir le panel de consommateurs. Le développement d'Internet a permis à différents réseaux sociaux de voir le jour, comme Twitter, Facebook, Instagram ou encore YouTube, qui attirent l'attention des jeunes qui se détournent des médias traditionnels. Sur ces réseaux sociaux, des influenceurs, personnalités suivies par de nombreuses personnes, font des placements produits. Des supports nouveaux comme les jeux vidéo peuvent eux aussi faire la promotion d'un produit qui est parfois directement intégré dans le jeu. Enfin, les navigateurs internet comme Google orientent nos choix en adaptant le contenu de la pub, en s'adaptant sur la recherche d'internautes. Depuis le début de la mondialisation, ce sont les entreprises vendant un produit le moins cher qui donnent la gamme de prix de référence aux autres entreprises qui doivent s'adapter pour continuer à vendre et à être compétitifs. Le secteur du textile est un parfait exemple de l'effet de la concurrence internationale sur les modes de consommation. Alors qu'avant, les vêtements étaient des biens précieux, on parle aujourd'hui de fast fashion. À cause des modes vestimentaires, on consomme beaucoup plus de textiles. Les Européens consacreraient d'ailleurs 34% de leurs revenus à l'habillement. Depuis l'industrialisation du textile au XIXe siècle, grâce au progrès technologique, les prix ont commencé à chuter. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les entreprises commencent à délocaliser pour avoir des prix plus bas. Des grandes entreprises s'imposent alors comme références telles que H&M, Mango ou New Yorker, grâce à leurs prix bon marché. On les retrouve ainsi dans de nombreux pays. H&M est par exemple présent dans 69 pays différents avec 4700 magasins. On explique le succès de ces enseignes grâce à leur prix, car un client moyen recherche bien souvent le produit le moins cher, que ce soit dans le textile, la production de jouets ou encore l'agroalimentaire, un milieu subissant lui aussi l'industrialisation, avec par exemple l'arrivée des fermes à vaches aux États-Unis. Des fermes gigantesques contenant plus de 1000 bêtes qui permettent des prix plus bas pour la viande. La grande distribution, qui regroupe les magasins de tailles diverses n'ayant rien à voir avec les petits commerces indépendants, ont à présent une grande importance dans l'uniformisation des modes de consommation. En effet, ce sont ces magasins qui vendent des produits vus à la télé ou dans les pubs qu'eux-mêmes diffusent. Les grandes enseignes vendent des produits peu chers avec de nombreuses offres promotionnelles. Ce qui fait de l'ombre aux petits commerçants car les consommateurs privilégient les grands commerces qui sont plus pratiques et moins chers. D'après le Figaro Économie, en 2013, 8500 petits commerces ont fermé leurs portes dont une grande partie sont des petites épiceries. Quand on parle de mondialisation, la représentation la plus courante est celle de l'influence des États-Unis à travers le monde. En effet, depuis la victoire des Alliés en 1945, les États-Unis rayonnent sur la scène internationale et se sont mis en avant comme les grands sauveurs de la guerre 39-45. Grâce à ce statut, le pays signe en effet des contrats avec notamment la France qui lui permettent de diffuser des films américains dans les salles françaises. Les soldats américains popularisent aussi de nouveaux produits tels que le chewing-gum. La France est aujourd'hui, selon l'INSEE, le deuxième plus grand consommateur mondial. Les États-Unis représentent alors un exemple et s'imposent comme leader mondial. La culture américaine s'intègre aux cultures des autres pays grâce à ses musiques, à ses films, produits par Hollywood, dont des actrices vedettes comme Marilyn Monroe deviennent aux yeux du public de véritables icônes.
mais également par le biais de son modèle de consommation. L'arrivée des supermarchés marque en effet le début du capitalisme et de la consommation de masse. Les États-Unis deviennent, par ailleurs, un pôle technologique important, grâce à la commercialisation de voitures Ford montées à la chaîne en usine qui deviennent donc moins chères, ou bien encore la commercialisation d'électroménagers qui facilitent la vie des femmes en cuisine. Grâce à ces innovations, les standards de vie d'un Américain moyen deviennent donc plus élevés. L'American Way of Life devient un exemple à suivre. Aujourd'hui encore, les États-Unis ont une influence importante dans notre quotidien. Nous achetons des cadeaux de Noël sur Amazon, nous faisons nos recherches sur Google, nous avons un téléphone Apple et nous mangeons un McDonald's. Les plus grandes startups mondiales sont américaines. En effet, les temps ont bien changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, encore bien présents, ne sont plus les seuls à exporter leur culture. Certains pays comme le Japon entrent en compétition. Tout commence lorsque l'animation japonaise fait son apparition sur petit écran dans le début des années 70. En effet, l'animation japonaise coûtait beaucoup moins cher que l'animation américaine et française. Elle était donc privilégiée pour combler les vides des heures de diffusion destinées aux enfants. Selon Le Monde, un épisode d'animation japonaise coûtait environ 20 000 francs, tandis qu'une minute d'un épisode français coûtait environ 30 000 francs. Des dessins animés comme Goldorak ou Candy sont alors devenus cultes. Un peu plus tard, la vente de mangas, elle aussi, s'est démocratisée grâce au prix bas des livres, entre 6 et 8 euros. Aujourd'hui, la France est le deuxième plus grand pays consommateur de mangas après le Japon, d'après l'Humanité. Les restaurants de sushi sont eux aussi un phénomène en expansion. D'après 20 minutes, ils sont aujourd'hui presque aussi nombreux que les fast-foods américains, un écart de seulement 200 établissements en France. Cette ouverture aux nouvelles cultures se traduit aussi par des innovations comme des salons dédiés uniquement à certains pays étrangers, comme la Japan Expo, qui a lieu tous les ans. On y voit des mariages nippons traditionnels, des maquis frais et bien sûr, les incontournables mangas. La mondialisation n'est donc pas une ouverture seulement sur les États-Unis, mais aussi sur d'autres pays moins mis en lumière par les médias. En réponse à la consommation de masse aseptisée, industrialisée, avec une empreinte carbone démesurée, et produite dans des conditions qui exploitent parfois jusqu'à l'asservissement, des groupes sociaux ont réussi à organiser des filières pour une consommation plus responsable. De plus en plus de consommateurs recherchent les produits locaux et s'approvisionnent directement chez les producteurs de proximité auprès de coopératives locales, comme Biocop et La Ruche Tidiwi, ce qui permet une meilleure traçabilité des produits grâce à l'engagement des fournisseurs. Une étude d'OpinionWay nous révèle que 63% des Français privilégient une consommation locale, 93% le font de temps en temps, et 32% estiment que ces produits sont de meilleure qualité. Par ailleurs, en réponse à la mondialisation, et notamment par opposition à l'Organisation mondiale du commerce et au Fonds monétaire international, pour s'opposer à la dette des produits du tiers-monde, une multitude d'organisations se sont créées autour des mouvements intermondialistes. Ce mouvement antiproductiviste cherche à être un contre-pouvoir au capitalisme et à alerter l'opinion publique. Pour mieux communiquer, il s'appuie sur internet et sur certains journaux comme Le Monde Diplomatique ou encore Politis. Des labels ont aussi été créés pour que les consommateurs puissent distinguer les produits du commerce équitable, plus respectueux des populations productrices, mieux rémunérés, comme le logo AB ou encore le label européen. Certains restaurants ou entreprises se sont inspirés de produits mondialisés populaires pour les adapter à leur région. L'entreprise bretonne Far West, créée en 2002, a par exemple popularisé la célèbre boisson Brace Cola, fabriquée dans la région. Cette boisson représente aujourd'hui de la réelle concurrence pour la multinationale Coca-Cola, car selon West France, elle possède 10% des parts du marché en Bretagne. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la pâte à tartiner Lucien Georgelin, fabriquée dans le Lot-et-Garonne, qui commence elle aussi à se faire une place dans les rayons des magasins. Certains restaurants s'inspirent des menus de fast-food comme les hamburgers et les adaptent avec des produits régionaux comme El Bistro 102 à Caen. Ces produits rencontrent un fort succès, car en plus de vendre un produit très populaire, les entreprises vendent du local et les consommateurs apprécient le fait de revendiquer leur appartenance à un pays, une région en consommant local, national. Des marques comme Ferrero, Coca-Cola ou encore KFC sont consommées partout à travers le globe. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils proposent exactement les mêmes produits dans chaque pays. En effet, les marques proposent des produits différents pour des groupes de consommateurs ayant des goûts et une culture différentes. C'est ainsi que l'on peut retrouver dans les McDonald's français le hamburger raclette durant l'hiver et des croissants au fromage dans les McDonald's espagnols. On peut aussi voir des M&M's au beurre de cacahuète aux États-Unis, tandis que le KFC au Japon propose de la soupe au poulet. Cette adaptation de la marque peut aussi être liée à son nom ou à son apparence. Par exemple, au Québec, une loi oblige les mots anglais à être francisés. Le KFC devient alors poulet frit Kentucky, tandis que la marque Monsieur Propre se nomme Fresh au Royaume-Uni. Parfois, une marque peut aller jusqu'à changer la recette de son produit pour qu'il plaise davantage, comme le Nutella dont la texture est différente en France et en Allemagne. La française est moins ferme que l'allemande. Elles sont toutes deux adaptées au pain que nous utilisons, respectivement dans chaque pays. Les grandes marques sont donc répandues dans le monde entier,
mais elles doivent s'adapter aux cultures locales pour mieux vendre. Donc, bonjour Monsieur Marguerite. Bonjour. Pouvez-vous rapidement nous présenter votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Après le bac, je me suis orienté tout de suite sur la communication, en l'occurrence au travers d'un BTS, communication et action publicitaire, puis une 3e année, diplôme européen de communication. Après cette formation initiale, je me suis orienté vers l'industrie. Je me suis occupé de la communication de plusieurs entreprises qui étaient liées au Ganil, électronique et informatique. Et auparavant, j'avais aussi créé une agence de communication. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'intégrer plutôt la communication grand public avec la grande distribution. À Caen, il y avait 2 opportunités, Promodas et Système U. C'est Système U qui m'a choisi et je suis devenu responsable communication, puis directeur de la communication de cette enseigne. Et maintenant, depuis 5 ans, directeur de la communication chez Biocop, magasin spécialisé en distribution de l'alimentation biologique. Trouvez-vous le secteur bio différent de la grande distribution classique? Oui, assurément. La grande distribution classique a pour objectif de proposer une offre qui correspond aux attentes du consommateur et donc de se calquer au marché. Le marché bio s'est créé de façon diamétralement opposée. Ils ont créé une offre qui correspondait à ce qu'ils voulaient consommer eux-mêmes et il se trouve que le marché les a rejoints, ce qui est fondamentalement différent et qui fait que ce secteur n'est pas basé sur les techniques du marketing. Pourquoi pensez-vous qu'une entreprise comme Biocop possède un grand nombre de clients? Alors Biocop base sa réussite à mon sens sur 2 éléments, la sincérité de sa démarche, un cahier des charges très exigeant, une enseigne qui a pour vocation d'apporter le meilleur service et le meilleur produit au consommateur, et puis aussi la singularité de cette enseigne qui est militante et commerçante et basée sur un modèle unique en Europe, une coopérative à 4 sections regroupant à la fois des consommateurs, des salariés, des producteurs et des magasins. C'est à mon sens ce qui fait l'originalité de ce concept et sa réussite auprès du public. Donc Monsieur Marguerite, merci pour ces éléments qui nous aideront à alimenter notre étude. Je vous en prie. Nous pouvons donc remarquer que la mondialisation uniformise nos modes de consommation, avec l'influence des médias sur les choix de consommation, la concurrence internationale qui engendre une baisse des prix et donc l'accès à des produits bon marché, le poids de la grande distribution et l'American Way of Life qui s'est imposé comme une norme de consommation. Mais cependant, des particularismes persistent avec l'ouverture à de nombreuses cultures. Les consommations locales et les altermondialistes, des produits qui sont issus de la mondialisation mais qui sont adaptés à la culture locale, et les grandes marques qui prennent en compte des particularités locales pour mieux vendre. Nous pouvons par la suite nous demander quelles sont les conséquences de la consommation de masse sur l'environnement. Nous espérons que ce documentaire vous aura plu et qu'il vous aura appris de nouvelles choses.